Économie Le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, des gardiens robots, des voitures qui démarrent grâce à une montre en or ou même des hélicoptères de combat. Bienvenue au Ghana, à la découverte de celui qu'on appelle la star de l'Afrique, un inventeur, apôtre de l'industrie locale. Pour lui, l'avenir du continent passe par la production Made in Africa. Un expert, Thierry Barbeau, sera avec nous. Et puis nous parlerons d'un Premier ministre très populaire et ce n'est pas Manuel Valls. Nous irons en Hongrie à J-4 des législatives, dans un pays qui affiche de vraies performances économiques en Europe. C'est ce bilan que veut faire valoir Viktor Orban, un bilan avec tout de même, on le verra, des zones d'ombre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Un coup d'œil d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique avec une journée qui a dû sembler bien longue pour Marie Barra. Près de 3 heures durant, la patronne de General Motors a affronté les élus du Congrès. Leur question, comment son groupe a-t-il pu commercialiser pendant 10 ans plusieurs millions de véhicules défectueux aptes à provoquer des tragédies? Parmi l'assistance aussi, les proches des victimes des accidents dus à ces défauts. Marie Barra leur a promis un changement des pratiques chez General Motors, centré sur le client et non plus sur les économies. Il y a plus de 10 ans, General Motors s'est lancé dans le développement d'une petite voiture. Devant vous aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous indiquer pourquoi il a fallu aussi longtemps pour qu'un défaut compromettant la sécurité soit rendu public. Mais je vous assure que nous allons y arriver. C'est une situation exceptionnelle. Il s'agit de voitures que nous ne fabriquons plus, mais ce problème a été révélé après mon arrivée à la tête du groupe. Donc c'est ma responsabilité de trouver une solution. General Motors qui a rappelé quelques 6,5 millions de voitures en 2 mois. Autre affaire aux États-Unis, on reparle de Clearstream. Sa maison mère, Deutsche Börse, a annoncé ce matin que sa filiale faisait l'objet d'une nouvelle enquête concernant notamment une possible violation des sanctions contre l'Iran. Le groupe allemand qui précise que Clearstream coopère pleinement avec la justice. Un mot des marchés financiers pour signaler ce nouveau sommet historique hier à Wall Street pour le Standard & Poor's 500, plus 0,7% à 1885 points. New York porté par les bons indicateurs de la production manufacturière. Les bourses asiatiques suivent le mouvement, plus 1,3% pour le Nikkei à Tokyo, plus 0,3% à Hong Kong et un 4e jour dans le vert. Les propos rassurants la veille de Janet Yellen, la patronne de la Fed, expliquent également cette atmosphère positive. L'Europe à présent, Xi Jinping, nous vous le disions hier, s'est rendu à Bruxelles, une première pour un président chinois au sein des institutions européennes. Il a obtenu l'engagement des 28 à examiner un accord de libre-échange commercial. Son discours, axé sur les liens économiques entre la Chine et l'Europe, se voulait visionnaire. La Chine et l'Europe sont 2 grandes économies, les plus importantes au monde. Ensemble, elles représentent un tiers de l'économie mondiale. Ensemble, nous devons respecter un marché libre, accélérer les négociations sur l'accord d'investissement, explorer activement la possibilité d'une zone de libre-échange et nous efforcer d'atteindre l'objectif ambitieux de porter le commerce bilatéral à 1 000 milliards de dollars d'ici 2020. Voilà des propos tenus à Bruges et en parallèle, la BCE illustre une fois de plus le fossé qui la sépare du FMI sur l'analyse des évolutions macroéconomiques. Pour la Banque centrale européenne, il n'y a pas de perspective de déflation en zone euro, un avis qui tranche avec les inquiétudes du FMI. La BCE se contente d'évoquer les risques d'une faible inflation prolongée. Une longue période de faible inflation, combinée à une lourde dette des agences économiques, peut constituer un frein à la reprise. Mais nous ne voyons pas de perspective de déflation. Voilà une inflation en dessous de 1% depuis octobre au sein de la zone euro, 0,5% en rythme annuel. Et puis une bataille judiciaire, celle qui oppose Apple à Samsung. Les 2 leaders du marché des smartphones s'affrontent depuis lundi devant un tribunal californien. L'américain et son concurrent sud-coréen s'accusent mutuellement de violation de brevets. Pour Samsung, Apple tente de regagner grâce à la justice les parts qu'il a perdues sur le marché. La marque à la pomme réclame plus de 2 milliards de dollars de dédommagement. Affaire à suivre. Sommes-nous à l'aube d'une révolution industrielle en Afrique? Kwadwo Safo y croit, dur comme fer, pasteur, technicien et surtout inventeur. Ce Ghanéen a déjà produit dans son pays des hélicoptères, des robots, du matériel électroménager. Alors ce sont souvent des prototypes, mais il ambitionne aujourd'hui de convaincre les consommateurs ghanéens que ces voitures peuvent faire jeu égal avec la production européenne. Un vrai défi, regardez. Accra, ses embouteillages, ses voitures importées, la ville est-elle prête à accueillir un véhicule d'un nouveau genre? À 60 km de la capitale, des ouvriers tentent de mettre au point une voiture entièrement conçue au Ghana. C'est l'idée de Kwadwo Safo, un inventeur qui veut réduire la dépendance aux importations.
Depuis des années, sa société Kantanka fabrique toutes sortes de prototypes. Si nous avons les ressources ici, pourquoi ne pas les utiliser et répondre nous-mêmes à nos besoins ? Hélicoptères de combat ou voitures qui démarrent grâce à une montre en or, les 250 apprentis de cette entreprise ne sont pas à court d'idées. Kantanka est financé par les diverses activités de Kwado Safo. Celui qu'on appelle l'apôtre est aussi pasteur et propriétaire d'une centaine d'églises. Je fais toujours référence à lui parce que c'est un génie africain. Il est la star de l'Afrique parce qu'il essaye de faire des choses que les Africains ne pensaient pas pouvoir faire. Grâce à l'émergence d'une classe moyenne, la consommation connaît un vrai boom. Les créations atypiques de Kantanka ont une touche très ghanéenne. Des tableaux de bord en bois local, des consignes d'utilisation en akan, un dialecte très répandu au Ghana. Mais dans un pays qui importe 100 000 voitures d'occasion par an, Kantanka va devoir faire ses preuves et convaincre les Ghanéens. Ils pensent que les voitures construites en Europe, aux États-Unis ou ailleurs en Occident sont sûrement de meilleure qualité. Un projet ambitieux donc que de s'attaquer au marché de l'automobile au Ghana. Mais si Safo réussit à convaincre les consommateurs aussi bien qu'il a su conquérir ses fidèles, une voiture made in Ghana pourrait, qui sait, peut-être bientôt apparaître dans les rues d'Accra. Ouais, des ambitions très élevées. Sont-elles réalistes aujourd'hui ? Alors pour élargir le sujet, on va parler de l'essor de cette classe moyenne en Afrique de l'Ouest. C'est elle qui porte les espoirs d'avenir, de croissance. En ligne avec nous, Thierry Barbeau, directeur des sites InfoAfrique et FinanceAfrique.com. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre avis d'abord sur cette industrie locale, comme on l'a vu au Ghana, sur ses espoirs. Est-ce que son envol est conditionné avant tout à celui de la classe moyenne, d'après vous ? Alors bien sûr, je pense que cet envol est complètement conditionné par rapport à l'évolution de la classe moyenne. Maintenant, c'est une classe moyenne qui évolue depuis de nombreuses années. On peut le voir, je crois, depuis les 5 dernières années avec certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria, où aujourd'hui, par exemple, le e-commerce touchant directement la classe moyenne a dépassé le commerce traditionnel. Et l'augmentation du niveau de vie, elle peut profiter aussi à de nouveaux produits locaux, ou bien il y a d'abord une demande de produits étrangers, une consommation un peu à l'occidentale ? Alors il y a toujours une demande de produits occidentaux parce qu'il y a un véritable savoir-faire industriel venant de l'Europe et puis maintenant venant bien sûr de la Chine. Donc je pense qu'il y a la place pour de l'industrialisation made in Africa, entre parenthèses, mais il va falloir peut-être faire avec des composants peut-être industriels provenant de pays étrangers pour commencer en tout cas. Et dans quel secteur précisément vous pensez que ça peut se développer, l'industrie locale ? Alors, dans tous les secteurs qui sont en forte croissance, alors là aussi, ça va toucher les nouvelles technologies avec la construction de tablettes. On a vu des exemples, par exemple au Congo, la voiture, peut-être aussi les motos, puisque les motos, notamment chinoises, ont véritablement envahi l'Afrique et la demande est absolument énorme. Mais je pense aussi beaucoup à la construction, donc tout ce qui est urbanisation et construction d'habitat pour loger la population et la démographie galopante de l'Afrique. Ouais, donc une alternative un peu à l'offre européenne et chinoise. Alors, c'est ce mercredi que 80 dirigeants africains et européens se réunissent à Bruxelles pour tenter de relancer un peu leur partenariat économique. Est-ce que l'Europe court finalement après la Chine qui a pris de l'avance, on le sait, sur le marché africain ? Alors l'Europe commence à comprendre qu'en fait il ne faut plus qu'elle soit en concurrence avec la Chine mais plutôt partenaire pour se développer en Afrique, parce que ça c'est vraiment un enjeu crucial. Et puis l'Europe et notamment la France ont par exemple publié un rapport au niveau du Sénat sur l'Afrique est notre avenir. Donc je pense que la France est complètement consciente qu'il faut aller nouer de nouveaux partenariats en Afrique. D'ailleurs elle compte aussi sur ce sommet de Bruxelles. Maintenant il y a des dirigeants qui viennent, il y en a comme Jacob Zuma qui ne vont pas venir et qui sont en train de dire écoutez, maintenant on a un petit peu la main, on est en croissance économique et on voudrait savoir qui vraiment veut travailler avec nous et nouer ces nouveaux partenariats et cette nouvelle coopération. Et justement, qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut espérer de ce sommet ? Est-ce que c'est plus de libéralisation des échanges quand on sait que c'est surtout de l'énergie qui reste exportée vers l'Europe et principalement par les pays d'Afrique du Nord aujourd'hui ? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment renouer des partenariats économiques qui touchent le développement durable, et puis avoir une nouvelle façon de travailler. L'Europe a toujours un atout géographique, un atout quand même économique, et puis un savoir-faire, justement, on en parlait au niveau de l'industrialisation, pour mieux coopérer. Maintenant l'Afrique, vraiment, elle attend une réponse claire, et Jacob Zuma l'a clairement exprimé dans ses propos. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire un pas en avant, et
et aussi récupérer le retard que nous avons pris ces 10 dernières années par rapport justement à la Chine ou à des pays que l'on ne croyait pas arriver si vite, comme par exemple la Turquie, qui se développe énormément en Afrique. Et en 2 mots, est-ce que vous voyez l'Afrique comme nouvelle usine du monde en relais de la Chine un petit peu ? Écoutez, je l'espère en tout cas. J'espère que cette croissance va pouvoir surtout profiter à la population et pas seulement à la classe moyenne, mais à toutes les couches sociales de ces différents pays, et surtout que l'Afrique de l'Ouest va un petit peu pouvoir se développer de la même manière que l'Afrique de l'Est aujourd'hui. Merci Thierry Barbeau d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Et on se tourne à présent vers la Hongrie avec un Premier ministre qui fait beaucoup parler de lui, populaire, voire populiste pour certains, un peu autoritaire aussi. C'est d'une main de fer que Viktor Orban est parvenu à redresser les finances publiques du pays et même à ramener la croissance, attendue à 2% cette année. Alors du positif, mais à quel prix? Au-delà de ces bons résultats sur le papier, eh bien, certains dénoncent une dégradation des conditions sociales. Johanna Citruc. Plusieurs milliers de personnes réunies dans les rues de Budapest. Le 6 avril doivent se dérouler les élections législatives en Hongrie. Et beaucoup sont venus soutenir le Premier ministre sortant, Viktor Orban. Il faut dire que depuis qu'il est au pouvoir, la situation économique du pays s'est nettement améliorée. Après une récession en 2012, le PIB est reparti à la hausse avec une croissance de 1,2% en 2013 et le gouvernement mise sur une progression de 2% pour 2014. Je pense que le gouvernement actuel est sur la bonne voie et il n'y a qu'Orban qui puisse remettre le pays sur la bonne route. Avec les promesses de l'opposition, on ne va nulle part. L'opposition, elle, a endetté le pays et c'est tout. Une dette publique à plus de 82% du PIB en 2011, qui est descendue à 77,8% en 2013. Et côté travail, le taux de chômage n'avait pas été aussi faible depuis 5 ans, 8,6% fin février. Pourtant, si les chiffres sont bons, la réalité est tout autre. Le gouvernement a créé des millions d'emplois, mais au rabais. Des emplois d'intérêt général, payés 162 € par mois, alors que le salaire minimum hongrois est de 216 € net mensuels. Pas de congés payés, ni d'arrêt maladie possible. Les personnes qui occupent ces postes sont pourtant comptabilisées comme des employés. La politique d'Orban a totalement ruiné la démocratie dans ce pays. Je pense que 3 millions de personnes vivent actuellement dans la pauvreté en Hongrie et c'est donc essentiel pour nous de changer ce gouvernement et de ramener la démocratie dans ce pays. Pauvreté, secteur privé à l'abandon et fuite des investisseurs étrangers. Même si la situation économique s'est améliorée, ses bases restent très fragiles. Pourtant, selon les sondages, le parti conservateur de Viktor Orban est donné vainqueur, avec 50% d'intention de vote pour les législatives de dimanche prochain. Orban et son parti de Fidesz, grand favori pour ce week-end. Et c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse. Alors une question aujourd'hui, existe-t-il un investissement pire que le peso argentin aujourd'hui? Non, en ce qui concerne les vraies devises, mais oui, si on se tourne du côté du virtuel. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors le Bitcoin en tête d'un palmarès pas très glorieux. Exactement, donc depuis 3 mois, le Bitcoin a perdu 38% de sa valeur face au dollar. C'est plus que la monnaie argentine, donc le peso qui a lui perdu 18% depuis début janvier. Et c'est aussi plus que le MICEX, l'indice boursier russe, qui est pourtant au plus bas depuis 2009. Le Bitcoin est donc officiellement devenu le pire investissement, le pire placement, mais ça n'a rien de très étonnant puisque la monnaie électronique a tout de même plusieurs défauts. Premièrement, elle est très volatile, elle a dépassé les 1 000 $ fin novembre, début décembre 2013 pour ensuite repasser sous les 600 $ quelques jours plus tard, mi-décembre, et aujourd'hui on est aux alentours de 500 $. Et un autre problème, c'est qu'elle peut être utilisée pour blanchir de l'argent, mais aussi pour financer des activités illégales comme par exemple la vente de drogue. Et puis, certains pays comme les États-Unis ne considèrent même pas le Bitcoin comme une monnaie, mais plutôt comme un actif, comme un bien, et considèrent que, comme tout actif, comme tout bien, le Bitcoin, les échanges en Bitcoin en tout cas, doivent être taxés. Et on va parler du sommeil maintenant, un bon investissement pour le coup, puisque ne pas dormir suffisamment aurait un impact sur la réussite d'une start-up et notamment dans le monde du high-tech. Exactement, travailler plus et dormir moins, c'est un petit peu à la mode ces dernières années. Pourquoi ? Parce que c'est ce que font les plus grands entrepreneurs, ceux qui réussissent, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Marissa Mayer par exemple, qui est aujourd'hui la patronne de Yahoo et l'ancien numéro 2 de Google, a avoué travailler 130 heures par semaine
Je vous rappelle que dans une semaine, il y a 168 heures. Ça représente plus de 18 heures de travail chaque jour. Pour Jack Dorsey, qui est lui le cofondateur de Twitter, c'est un petit peu moins, seulement 16 heures de travail par jour. Mais c'est encore beaucoup trop, car selon une étude américaine, le manque de sommeil pourrait affecter la pensée divergente. Or, c'est cette pensée divergente qui permet de produire des idées créatives. Et pour monter une start-up, particulièrement dans le milieu de la high-tech, la créativité, c'est quand même essentiel. Et on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci Johanna. Dormir. Et à demain. À demain. Dormez bien. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News avec un dossier spécial sur l'industrie du cinéma en France et en Israël. L'information continue. Restez avec nous.